Bienvenue. Je m'appelle Darius, et je veux partager une histoire vraie avec vous. Quand le docteur Marcus Oakley a froncé les sourcils pendant l'examen et a soigneusement demandé qui l'avait traité avant lui, Hélène a simplement répondu que c'était son mari. Il était aussi gynécologue. Mais le médecin s'est tu. Il a mis ses instruments de côté et lui a dit qu'elle avait besoin d'analyse de laboratoire immédiate parce que, ce que je vois à l'intérieur ne devrait pas être là. Son ton a fait sombrer son cœur dans la crainte. Elle ne comprenait pas encore exactement ce qui avait tant alarmé le spécialiste expérimenté. À ce moment-là, son monde familier, où Sterling était non seulement un mari aimant mais aussi un médecin digne de confiance, s'est fissuré pour la première fois. Helena était assise sur la chaise, essayant de ne pas penser à l'étrangeté de la question du médecin. Marcus Oakley semblait être un homme sérieux et réfléchi, pas quelqu'un qui lançait des mots à la légère. Son cabinet était situé dans un nouveau centre médical à la périphérie de la ville, et elle n'avait décidé de venir que parce que la douleur était devenue insupportable. Depuis 6 mois, elle souffrait de spasmes aigus dans le bas de l'abdomen qui se produisaient par vagues, la forçant à se plier en deux. Son cycle s'était complètement déréglé. Les saignements étaient douloureux et imprévisibles. À chaque fois, Sterling la rassurait, expliquant que des changements comme celui-ci étaient naturels à 42 ans et que son corps était en train de s'adapter. Mais quelque chose en elle résistait à ces explications. Son intuition lui disait que ce qui arrivait à son corps était loin d'être normal. Lorsque Sterling est parti rendre visite à sa mère malade à Atlanta, elle a décidé de rendre secrètement visite à un médecin extérieur. Le docteur Oakley a attentivement étudié les résultats de son échographie, secouant la tête de temps en temps. Son visage est resté professionnellement neutre, mais Hélène a remarqué que les muscles de sa mâchoire se contractaient. Le médecin a changé l'angle du capteur à plusieurs reprises, essayant d'obtenir une image plus claire. Finalement, il a posé l'appareil et s'est tourné vers elle. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'a instinctivement fait serrer les poings. Ce n'était pas seulement un intérêt professionnel. C'était plus proche du choc face à ce qu'il avait vu. « Vous avez dit que votre mari vous traite depuis 5 ans, a-t-il demandé en s'essuyant les mains avec un antiseptique. Et qu'est-ce qu'il vous a prescrit exactement pendant tout ce temps? Helena essayait de se souvenir. C'était généralement des médicaments hormonaux contre la douleur et parfois des suppositoires anti-inflammatoires. Sterling insistait toujours sur le fait qu'il connaissait son corps mieux que n'importe quel médecin extérieur. Le docteur Oakley s'est dirigé vers l'écran d'échographie et a pointé une tache sombre de forme irrégulière dans la région utérine. « Vous voyez cette excroissance » a-t-il dit, sa voix étant tendue. « C'est un corps étranger, et selon toute vraisemblance, il est là depuis très longtemps. On dirait un ancien dispositif intra-utérin, ou DIU, qui s'est incrusté dans les tissus. » Helena a senti le sang se retirer de son visage. « Un DIU » a-t-elle répété, n'en croyant pas ses propres oreilles. « Je n'ai jamais eu de DIU. Je saurais si quelqu'un avait placé quelque chose en moi. » Le médecin a sorti le dossier médical qu'elle avait apporté avec elle et a feuilleté les pages. « Il n'y a aucune trace ici de l'insertion d'un contraceptif intra-utérin, a-t-il confirmé. Mais des choses comme ça n'apparaissent pas d'elles-mêmes. Quelqu'un a dû le mettre, et ce n'est pas arrivé hier. » Hélène a essayé de se concentrer, de se souvenir de tout ce qui pourrait expliquer ce qui se passait, mais sa mémoire n'offrait rien. Elle avait toujours eu peur des DIU, les considérant comme invasifs et dangereux. Sterling connaissait ses craintes et n'avait jamais suggéré cette méthode de contraception. « Je dois faire des tests supplémentaires » a dit le docteur Oakley en se levant de son bureau. Des marqueurs inflammatoires, des marqueurs tumoraux, tout le spectre. Ce que je vois à l'échographie soulève de sérieuses préoccupations. Les tissus autour du corps étranger sont altérés. Il y a des signes d'inflammation chronique. Il a quitté le bureau, la laissant seule avec des pensées terrifiantes. Helena a essayé de se calmer, cherchant une explication rationnelle. Peut-être que le médecin se trompait. Peut-être que c'était autre chose, pas un DIU. Quelques minutes plus tard, une infirmière est entrée dans la pièce avec un plateau pour prélever du sang. La jeune femme a travaillé en silence, mais Hélène l'a remarqué échanger un regard avec le médecin lorsqu'il est revenu. Il y avait un dialogue silencieux entre eux, plein d'anxiété professionnelle. « Docteur, les marqueurs inflammatoires sont vraiment hors de contrôle » a dit doucement l'infirmière, lui montrant les résultats d'un test rapide. Hélène a entendu ces mots et a senti tout à l'intérieur d'elle se contracter de peur. Quelque chose n'allait vraiment pas avec son corps, quelque chose qu'elle n'avait jamais soupçonné. Le docteur Oakley s'est assis en face d'elle et a croisé les mains sur le bureau.
Elatam, a-t-il dit sérieusement. Je dois être absolument honnête avec vous. Ce qui se trouve dans votre utérus représente une réelle menace pour votre santé. Ce n'est pas seulement un corps étranger. C'est une source d'inflammation chronique qui pourrait avoir provoqué de graves modifications tissulaires. Il a sorti un formulaire d'orientation et a commencé à le remplir. Vous avez besoin d'une hospitalisation immédiate au centre médical général du comté pour l'ablation chirurgicale de cet objet. L'opération ne peut pas être retardée. Chaque jour que vous attendez augmente les risques. Hélène le regardait fixement, incapable de croire ce qui se passait. Pas plus tard que ce matin, elle était une femme ordinaire souffrant de douleurs chroniques, et maintenant on lui parlait d'une opération urgente et de risques graves. Comment cela pouvait-il arriver? Comment pouvait-elle ne pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de son propre corps? Et encore une chose, a ajouté le médecin en lui tendant l'orientation. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ce corps étranger a pu se retrouver dans votre système à votre insu, je vous recommande vivement de contacter les forces de l'ordre. Ce qui vous est arrivé pourrait être considéré comme un crime. Ces mots sonnaient comme une condamnation à mort. Hélène a pris l'orientation avec des mains tremblantes, ne saisissant toujours pas pleinement l'ampleur de ce à quoi elle était confrontée. Un crime. Qui aurait pu commettre un crime contre elle? Qui avait accès à son corps lorsqu'elle était vulnérable? Une seule pensée, terrifiante et impossible, commençait déjà à se former au plus profond de son esprit. Une pensée qu'elle hésitait à envisager, mais qui expliquait tout. La pensée que la personne en qui elle avait le plus confiance au monde avait peut-être trahi cette confiance de la manière la plus monstrueuse. En quittant le centre médical, Helena a senti le monde dans lequel elle vivait depuis 15 ans s'effondrer. Un monde où Sterling était un mari aimant et un médecin attentionné, où leur mariage semblait solide et fiable. Maintenant, ce monde se fissurait, et elle redoutait d'imaginer ce qui serait révélé quand il s'effondrerait finalement. La salle d'opération du centre médical général du comté était inondée de lumière vive lorsque le chirurgien, le docteur Vernon Harmon, a commencé à extraire le corps étranger de l'utérus d'Helena. Ce qu'il a vu l'a fait se figer un instant avec ses instruments à la main. Le DIU, noirci par le temps, était si étroitement incrusté dans les tissus que son retrait nécessitait une extrême prudence. Les bras métalliques du dispositif coupaient littéralement les parois utérines, laissant des traces de nécrose et d'inflammation. Bon sang, a-t-il murmuré en examinant attentivement l'objet extrait. C'est un DIU Serif. Leur utilisation a été interdite il y a plus de 10 ans en raison de leur risque élevé de cancer. L'infirmière assistante lui a tendu un récipient stérile, et le chirurgien a placé le DIU à l'intérieur. Même sous la couche d'accumulation biologique, la forme distinctive du dispositif était visible. Un dispositif autrefois salué comme une méthode contraceptive révolutionnaire. Le docteur Harmon a poursuivi l'opération, nettoyant en profondeur les tissus endommagés et arrêtant le saignement. Le processus inflammatoire avait affecté une zone importante, et à certains endroits, les tissus avaient un aspect suspect. Il a prélevé plusieurs échantillons pour un rapport de pathologie, comprenant que les résultats pourraient être extrêmement défavorables. 8 années d'un dispositif cancérigène dans son corps n'avaient pas pu passer sans conséquences. Une fois l'opération terminée, le chirurgien a personnellement escorté la patiente à l'unité de soins intensifs. Helena s'est lentement réveillée après l'anesthésie. Son esprit s'est progressivement éclairci. La première chose qu'elle a vue en ouvrant les yeux, c'est le visage inquiet du docteur Harmon penché au-dessus de son lit. L'opération a été un succès, a-t-il dit doucement, mais son ton contenait un avertissement. Nous avons retiré le corps étranger. Mais ce que nous avons trouvé soulève de sérieuses préoccupations. Il lui a montré un récipient transparent avec le DIU noirci à l'intérieur. Le dispositif a un numéro de série, N3847. Nous allons certainement le faire passer dans la base de données pour savoir d'où il vient. Helena a regardé le morceau de métal qui empoisonnait son corps depuis 8 ans et n'arrivait pas à croire la réalité de ce qui se passait. Le DIU avait l'air sinistre. Sa surface était recouverte d'un film sombre, et les bords tranchants avaient clairement traumatisé les tissus environnants. Comment une chose pareille avait-elle pu se retrouver à l'intérieur d'elle à son insu? Comment n'avait-elle pas senti ce corps étranger? Le docteur Harmon a expliqué que les anciens dispositifs étaient souvent insérés sans soulagement adéquat de la douleur, et les patients pouvaient ne pas se souvenir de la procédure, surtout si elle était effectuée sous anesthésie générale pendant une autre chirurgie. Mais la principale préoccupation n'était pas la présence du DIU lui-même, mais les conséquences de sa longue existence dans son corps.
Le DIU-Serif a été retiré du marché précisément en raison de sa capacité à provoquer des tumeurs malignes. Quelques heures plus tard, une femme en tailleur sévère est entrée dans la pièce et s'est présentée comme la détective Nia Bloon. Elle a sorti un enregistreur et un carnet, s'installant sur une chaise à côté du lit. Son apparition signifiait que l'affaire avait acquis un statut officiel, que ce qui s'était passé était traité comme un crime possible. Elena Tam, a commencé la détective, je dois vous poser quelques questions sur la façon dont ce dispositif a pu se retrouver dans votre corps. Votre mari avait-il accès à votre dossier médical? À quand remonte la dernière fois où vous avez été sous anesthésie générale? Ces questions l'ont frappé comme des coups de marteau, chacune la rapprochant de la terrible vérité. Hélène a essayé de se concentrer, se souvenant de toutes les procédures médicales des dernières années. Elle n'avait été sous anesthésie générale qu'une seule fois, il y a 8 ans, lorsqu'elle s'était fait enlever l'appendice. À l'époque, Sterling avait insisté pour que l'opération ait lieu dans son cabinet privé, et non à l'hôpital de la ville. Pourquoi aurais-tu besoin de médecins extérieurs, avait-il demandé. Je vais tout superviser moi-même. Je serai là à chaque étape du processus. La détective a soigneusement enregistré chaque mot, clarifiant les détails de temps en temps. Qui d'autre était dans la salle d'opération? Combien de temps a duré l'opération? Comment s'est déroulée la période post-opératoire? Hélène a répondu mécaniquement, mais à chaque question, un terrible soupçon grandissait dans son âme. Sterling avait bel et bien tout contrôlé. Il avait été là du début à la fin. La détective Bloon a expliqué que l'insertion d'un DIU sans le consentement d'une patiente est considérée comme un crime grave contre la personne, surtout si l'on considère que le dispositif utilisé était connu pour être dangereux pour la santé. La peine maximale pour de telles actions pourrait atteindre 10 ans de prison fédérale. Le lendemain, le téléphone de la chambre d'hôpital a sonné. C'était le laboratoire des dossiers médicaux. La voix au bout du fil semblait officielle et sèche, mais l'information a été comme un choc électrique. Le DIU portant le numéro de série N3847 était enregistré comme ayant été éliminé le 15 mars, il y a 8 ans, dans le cabinet de santé des femmes dirigé par Sterling Tam. La détective Bloon, qui était présente lors de la conversation, a immédiatement contacté ses collègues pour obtenir les registres d'élimination. Hélène était allongée dans son lit, sentant s'effondrer le dernier espoir que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Les faits s'accumulaient en un portrait horrifiant de trahison par l'homme à qui elle avait confié sa vie. Le docteur Harmon est revenu avec les résultats du rapport de pathologie urgent, et son visage était grave. Les échantillons de tissu prélevés pendant l'opération montraient la présence de cellules atypiques caractéristiques d'un état précancéreux. La dysplasie de stade 3 nécessite un traitement supplémentaire immédiat et une surveillance oncologique permanente. C'est une conséquence directe de l'exposition à long terme aux dispositifs cancérigènes, a expliqué le chirurgien. Si le DIU était resté dans votre corps pendant encore 1 an ou 2, nous serions confrontés à un cancer avancé. Vous avez eu une chance incroyable d'être allé voir le docteur Oakley quand vous l'avez fait. Ces mots sonnaient comme une condamnation à mort, non seulement pour sa santé mais aussi pour son mariage. Hélène a demandé son téléphone pour appeler Sterling et lui raconter ce qui s'était passé. Mais lorsqu'elle a composé son numéro, une femme inconnue a répondu. Allô, qui est à l'appareil, a demandé une voix de femme avec une légère irritation. Sterling est occupé en ce moment. Il s'occupe d'une patiente malade. Elena a raccroché en silence, réalisant que la tromperie de son mari s'étendait bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. La détective Bloon a reçu des copies des documents du cabinet de Sterling par fax. Selon le registre d'élimination des dispositifs médicaux, le DIU N3847 avait été radié comme défectueux et destiné à la destruction. La signature à côté de l'entrée appartenait personnellement au directeur du cabinet. Mais au lieu d'être détruit, le dispositif avait été utilisé pour la stérilisation secrète de sa propre femme. La détective Bloon a expliqué à Elena qu'ils avaient maintenant suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête criminelle. Les témoignages de témoins, les dossiers médicaux, les résultats d'analyse d'experts, tout indiquait les actions délibérées de Sterling Tam. Il ne restait plus qu'à obtenir ses aveux ou à trouver des indices supplémentaires confirmant le motif du crime. Elena était allongée dans la chambre d'hôpital, fixant le plafond et essayant de saisir l'ampleur de la trahison. L'homme avec qui elle avait vécu pendant 15 ans, à qui elle avait confié son corps et son âme, était capable d'une cruauté monstrueuse. Il ne lui mentait pas seulement. Il détruisait méthodiquement sa santé, la privait de la possibilité d'avoir des enfants et l'exposait au risque de cancer. Mais la réalisation la plus horrifiante était que, pendant tout ce temps,
Sterling avait joué le rôle d'un mari et d'un médecin aimant. Il la réconfortait lorsqu'elle se plaignait de douleur, lui prescrivait un traitement qui ne pouvait pas l'aider, connaissant parfaitement la véritable cause de sa souffrance. Chaque consolation, chaque explication sur les changements liés à l'âge était un mensonge cynique. Maintenant, elle devait se battre non seulement pour sa santé, mais aussi trouver la force d'affronter l'homme qui avait été le centre de son monde pendant si longtemps. L'attendait le tribunal, l'enquête, la nécessité de prouver ce qui semblait incroyable même à ses propres yeux. Mais surtout, elle devait trouver la réponse à la question qui la tourmentait le plus. Pourquoi Sterling a-t-il fait cela? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un tel crime contre sa femme aimante? Si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un pouce en l'air pour que YouTube sache que vous êtes intéressé par des histoires comme celle-ci et recommande plus de récits de qualité. Sortie de l'hôpital le 3e jour après l'opération, Hélène s'est rendue directement au cabinet de santé des femmes où travaillait Sterling. La détective Bloom lui avait donné une autorisation spéciale d'examiner le bureau de son mari dans le cadre de l'enquête. L'agent de sécurité l'a laissé entrer à contre-cœur, jetant constamment un coup d'œil à son téléphone, comme s'il hésitait à avertir le responsable de la visite de sa femme. Tout dans le bureau de Sterling était familier jusque dans les moindres détails, le bureau massif en chêne, le fauteuil en cuir, les diplômes encadrés sur les murs, la photographie de leur voyage à Hawaï. Mais maintenant, ce cadre familier semblait être une toile de fond dissimulant un secret monstrueux. Hélène s'est dirigée vers le coffre-fort, dont elle connaissait le code par cœur. C'était la date de leur mariage. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient des documents que Sterling considérait comme particulièrement importants. Parmi eux, elle a trouvé un épais dossier contenant les registres des dispositifs médicaux des 10 dernières années. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages, à la recherche de l'entrée du 15 mars, il y a 8 ans. Et la voilà, l'entrée concernant l'élimination du DIUN 3847, à côté de laquelle se trouvait la signature étalée de Sterling. La porte du bureau s'est ouverte doucement, et une jeune femme en blouse blanche est apparue sur le seuil. Hélène l'a reconnue. C'était Avivari, l'une des infirmières de la clinique, toujours joyeuse et efficace. Mais maintenant, le visage d'Aviva montrait de la confusion et de la peur à la vue de la femme du responsable tenant les documents. « Elena Tam » a dit Aviva avec incertitude. « Que faites-vous ici ?» Le docteur Tam a dit que vous étiez à l'hôpital après une opération. L'infirmière tenait quelque chose qu'elle essayait de cacher derrière son dos, mais Hélène a réussi à apercevoir l'emballage distinctif d'un test de grossesse. « Je suis déjà sortie » a répondu Hélène, étudiant attentivement le visage de la jeune femme. Aviva avait l'air bouleversée. Ses joues étaient rouges, et ses yeux se sont égarés. « Qu'est-ce que vous avez dans la main » a demandé Helena, bien qu'elle ait déjà deviné la réponse. L'infirmière est devenue encore plus confuse et a serré le test contre sa poitrine. « C'est personnel » a marmonné Aviva, mais sa voix n'était pas convaincante. Helena remarqua une alliance en or ornée d'un petit diamant qui étincelait à l'annulaire de sa main droite. La bague ressemblait de façon frappante à sa propre alliance, que Sterling lui avait offerte il y a 15 ans. « C'est une belle bague » commenta Hélène, en pointant la main de l'infirmière. « Où avez-vous acheté quelque chose comme ça ?» Oliva cacha instinctivement sa main derrière son dos, mais il était trop tard. « C'était un cadeau de mon chéri » répondit-elle doucement, et une note de défi entra dans sa voix, comme si elle protégeait quelque chose de très cher. Hélène sentit tout à l'intérieur d'elle se tendre avec la prémonition de nouvelles révélations. La trahison de Sterling s'étendait-elle encore plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé? Avait-il une maîtresse en plus de la stérilisation secrète à qui il avait offert exactement les mêmes bagues qu'à sa femme? Oliva tenta de quitter le bureau, mais dans le couloir, une femme plus âgée avec un ventre visiblement arrondi l'appela. Hélène l'a reconnue comme étant Marina Vance, une patiente de longue date de la clinique qui y était suivie depuis des années. La femme avait l'air fatiguée mais heureuse, attendant clairement un enfant à un âge mûr. « Oliva, merci beaucoup » dit la femme enceinte en étreignant l'infirmière. « Sans vous, je ne sais pas comment nous aurions géré le logement pour moi et mes enfants. Le docteur Tam est un homme si gentil. Il a aidé avec les papiers pour l'appartement. Mes aînés sont si heureux qu'ils vont avoir un autre petit frère ou une petite sœur. » Hélène se figea en entendant ces mots. Cela signifiait que Sterling avait des enfants avec d'autres femmes, et qu'il les aidait à se loger. Combien de secrets l'homme qu'elle considérait comme son mari cachait-il? Oliva remarqua qu'Elena avait entendu la conversation, et son visage devint blanc de peur. Marina Vance, pas ici, murmura l'infirmière, essayant d'éloigner la femme enceinte du bureau de la directrice.
Mais il était trop tard. Elena en avait assez entendu pour comprendre l'ampleur de la tromperie. Sterling ne l'avait pas seulement privé de la possibilité d'avoir des enfants, mais il en engendrait avec d'autres femmes. La patiente partit. Oliva resta debout dans le couloir, ne sachant pas quoi faire. Elena sortit du bureau avec le registre entre les mains et s'approcha de l'infirmière. « Combien d'enfants a-t-il » demanda-t-elle, en regardant directement dans les yeux de la jeune femme. Oliva essaya de nier, mais son regard révéla tout. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » marmonna-t-elle, mais sa voix tremblait de détresse. Le docteur Tam aide juste les patients. C'est un bon médecin. Hélène secoua la tête, réalisant que l'infirmière était soit trompée elle-même, soit complice de ce jeu complexe. À ce moment-là, le téléphone de l'agent de sécurité sonna. Il les surveillait depuis sa cabine. Hélène entendit des bribes de la conversation dont elle comprit que quelqu'un demandait à l'homme ce qui se passait au cabinet. « Oui » dit l'agent au téléphone. « Votre femme était ici à la recherche de quelque chose dans votre bureau. » Oliva la surprise, et elle parlait de quelque chose. Elena réalisa qu'il lui restait peu de temps. Sterling découvrirait sûrement sa visite maintenant et essaierait de cacher ou de détruire les documents incriminants. Elle prit rapidement des photos de la page du registre avec l'entrée concernant l'élimination du DIU ainsi que plusieurs autres entrées suspectes sur son téléphone. Oliva se tenait à proximité, clairement en proie à un conflit intérieur. D'une part, elle était loyale envers Sterling. D'autre part, elle voyait sa femme souffrir et savait que quelque chose n'allait terriblement pas. Le test de grossesse dans sa main était une preuve éloquente qu'elle était plus qu'une simple infirmière pour le directeur du cabinet. Hélène décida de tenter un coup de poker. « Est-ce le sien » demanda-t-elle, en pointant le test dans la main d'Oliva. L'infirmière ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Des larmes lui montèrent aux yeux, et elle pressa le test contre sa poitrine, comme pour protéger son futur enfant d'un monde cruel. « Il m'a promis qu'il divorcerait » dit finalement Oliva, à peine audible. « Il m'a dit que vous étiez malade, que vous ne pouviez pas avoir d'enfant, que votre mariage était mort depuis longtemps. Je ne savais pas qu'il était celui qui vous avait rendu malade. » Ces mots servirent de confession, confirmant la pire crainte d'Hélène. « Combien d'enfants avez-vous ensemble » demanda Elena, sentant son monde tourner au cauchemar. Oliva leva les yeux vers elle, ses yeux pleins de larmes et de remords. « 2, murmura-t-elle. Massy, elle a 5 ans. Et Isaac, il en a 3. Il pense que papa travaille dans une autre ville, c'est pourquoi il rentre rarement à la maison. » Hélène sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il s'avérait que pendant qu'elle souffrait de la douleur causée par le DIU incrusté, Sterling créait une famille parallèle avec une jeune infirmière. Il élevait les enfants dont il l'avait privé. Il jouait le rôle d'un père aimant pour certains et d'un mari indifférent pour une autre. L'agent de sécurité termina sa conversation et se dirigea vers elle, ayant clairement reçu des instructions de Sterling. « Elena Tam » dit-il avec une politesse forcée. « Je dois vous demander de quitter le bâtiment. Le directeur a dit que vous n'avez pas le droit d'être ici sans sa présence. » Elena savait que son temps était écoulé. Elle quitta rapidement le cabinet, emportant avec elle les photos des documents et la terrible connaissance de la double vie de son mari. Dans la voiture, elle appela la détective Bloom et lui raconta ce qu'elle avait appris. Maintenant, elles avaient non seulement la preuve d'un crime contre sa santé, mais aussi un motif expliquant les actions de Sterling. La détective Bloom écouta attentivement et promit d'interroger immédiatement Olivary en tant que témoin. Elle prévoyait également d'obtenir un mandat pour fouiller la maison et le lieu de travail de Sterling afin de saisir tous les documents susceptibles de faire la lumière sur son activité criminelle. Hélène rentra chez elle, réalisant que sa vie était complètement ruinée. L'homme en qui elle avait le plus confiance au monde était capable d'une monstrueuse trahison. Il l'avait non seulement privée de sa santé et de la possibilité de devenir mère, mais l'avait aussi trompée pendant des années, construisant une famille avec une autre femme. Maintenant, elle devait trouver la force d'une confrontation finale avec l'homme qui avait été le centre de son monde pendant si longtemps. Devant elle se trouvait le tribunal, la révélation, la nécessité de prouver ce qui semblait incroyable. Mais surtout, elle devait réapprendre à vivre, libérer des illusions sur l'amour et la loyauté de l'homme qui l'avait trahi de la manière la plus cruelle. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. La maison accueillit Hélène avec son silence habituel. Mais maintenant, ce silence semblait sinistre, plein de secrets et de mensonges cachés. Elle entra dans le bureau à domicile de Sterling,
où se trouvait son ordinateur personnel, une machine qu'elle n'avait jamais eu de raison d'utiliser auparavant. Elle devina le mot de passe à la troisième tentative. C'était l'anniversaire de sa mère, la personne qu'il considérait comme la plus importante dans sa vie. Le bureau était soigneusement organisé. Les dossiers contenaient des documents médicaux, des articles scientifiques, des photos de conférences, mais un dossier avec un nom inhabituel se distinguait, pour toujours maintenant, qui attira immédiatement son attention. Elena cliqua dessus, et son cœur se figea à ce qui apparut à l'écran. À l'intérieur du dossier, il y avait des centaines de photos d'Oliva dans des poses intimes, des photos de leur voyage ensemble, de dîners romantiques et de sorties avec de petits-enfants. Sur une photo, Sterling tenait une fille d'environ 5 ans qui lui ressemblait de façon frappante. À côté d'elle se tenait un garçon plus jeune, également avec ses traits caractéristiques. C'étaient les Massey et Isaac qu'Oliva avait mentionnés. Mais la découverte la plus terrifiante fut la correspondance qui s'étendait sur plus de 5 ans. Elena ouvrit le fichier de messages et commença à lire, sentant tout à l'intérieur d'elle se contracter d'horreur à chaque ligne. La correspondance commença par des questions de travail ordinaires, mais évolua progressivement vers des confessions personnelles et des plans pour l'avenir. Dans un message daté d'il y a 3 ans, Sterling écrivit à Oliva au sujet de ses plans « Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai réglé le problème avec Hélène une fois pour toutes. Je lui ai fait un petit cadeau pendant son appendicectomie. Elle n'aura certainement pas d'enfant maintenant, et nous pourrons être ensemble sans plus de questions sur les héritiers. » Elena relut le message plusieurs fois, incapable de croire ses propres yeux. Cela signifiait que Sterling avait froidement planifié sa stérilisation, en discutant avec sa maîtresse comme s'il s'agissait d'une tâche de travail de routine. Il n'avait pas simplement cédé à une impulsion momentanée pendant l'opération. Il avait préparé ce crime à l'avance. La correspondance devint encore plus cynique. Sterling raconta à Oliva comment il avait réconforté sa femme lorsqu'elle se plaignait de douleur, comment il avait prescrit des traitements inutiles, connaissant la véritable cause de sa souffrance. Il en plaisanta même, se qualifiant de brillant médecin qui avait résolu 2 problèmes à la fois, se débarrasser de la nécessité d'avoir des enfants avec sa femme et gagner la possibilité de fonder une nouvelle famille. Dans un autre dossier, Hélène trouva des copies numérisées de documents bancaires qui brisèrent complètement son image de son mari, des virements mensuels à Olivary de $5 000, étiquetés « pension alimentaire pour Massey et Isaac ». Il s'avéra que Sterling soutenait officiellement 2 enfants de sa maîtresse tout en convainquant sa femme que leur budget familial ne leur permettrait pas d'avoir leurs propres enfants. Il y avait aussi des documents pour l'achat d'un appartement au nom d'Oliva, des polices d'assurance pour les enfants et des plans pour leur éducation. Sterling avait créé une famille parallèle à part entière dans laquelle il versait non seulement de l'argent mais aussi des émotions. Dans la correspondance, il appelait Massey sa princesse et Isaac son héritier. Pendant ce temps, il considérait sa femme comme un fardeau à éliminer de la manière la moins douloureuse possible. Il était particulièrement douloureux de lire les messages des derniers mois où Sterling discutait des plans de divorce avec Oliva. Il écrivit qu'il attendrait qu'Hélène développe un cancer à cause du DIU incrusté, alors il pourrait divorcer d'elle sous prétexte de ne pas pouvoir supporter le stress psychologique de la maladie de sa femme. L'opinion publique serait de son côté, et les actifs resteraient les siens. Hélène enregistra tous les fichiers découverts sur une clé USB, comprenant qu'il s'agissait des éléments de preuve clés du crime de son mari. Mais émotionnellement, elle était complètement brisée, réalisant l'étendue de la trahison. L'homme avec qui elle avait vécu pendant 15 ans ne l'avait pas seulement trompée, il avait méthodiquement détruit sa vie, planifiant chaque étape de cette destruction. Le téléphone sonna. Le nom de la détective Bloom s'illumina sur l'écran. « Hélène Tam », dit la voix familière, « j'ai des nouvelles pour vous, et ce n'est pas bon. Nous avons reçu les résultats de l'analyse tissulaire supplémentaire prélevée lors de l'opération. Vous avez des changements précancéreux du 3e degré. C'est une conséquence directe de la présence à long terme du DIU cancérigène dans votre système. » Hélène écouta l'explication de la détective, se sentant engourdie d'horreur. Cela signifiait que Sterling ne l'avait pas seulement privée de la possibilité d'avoir des enfants. Il l'avait effectivement condamnée à une mort douloureuse par le cancer. Si elle n'était pas allée voir le docteur Oakley, elle aurait eu un cancer avancé dans 1 an ou 2 avec des chances minimales de guérison. La détective Bloom continua d'expliquer les aspects juridiques de l'affaire. Sterling était maintenant accusé non seulement d'avoir causé des lésions corporelles graves, mais aussi de tentative de meurtre. La peine maximale pour les accusations combinées pourrait atteindre 15 ans de prison. La détective l'informa également qu'elle avait obtenu un mandat pour fouiller la maison et saisir tous les documents liés à l'affaire.
Elena lui parla de la correspondance découverte et des documents bancaires qui confirmaient le motif du crime. La détective Bloom écouta attentivement et lui demanda de ne pas toucher l'ordinateur avant l'arrivée des experts afin de ne pas compromettre l'intégrité des preuves numériques. La fouille était prévue pour le lendemain matin, mais la détective avertit que Sterling pourrait essayer de rentrer chez lui et de détruire les preuves. Juste au moment où Hélène terminait sa conversation avec la détective Bloom, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir dans le couloir. Son cœur s'arrêta de peur. Elle ne s'attendait pas à ce que Sterling revienne si tôt. « Chérie », l'appela sa voix depuis le couloir. « Je suis rentré plus tôt. J'ai une surprise pour toi. » Son ton sonnait comme d'habitude, affectueux et attentionné, mais maintenant cette affection ressemblait à un masque répugnant. Elena ferma rapidement tous les fichiers sur l'ordinateur, mais laissa l'écran avec la correspondance ouverte, qu'il voit que son secret était dévoilé. Qu'il comprenne que la partie était terminée. Elle prit le récipient contenant le DIU extrait de son sac à main, que le docteur Harmon lui avait donné comme preuve physique. Les pas de Sterling s'approchèrent du bureau, et Hélène se prépara à la conversation la plus difficile de sa vie. Elle était sur le point de regarder dans les yeux de l'homme qui l'a tuée méthodiquement depuis 8 ans tout en jouant le rôle d'un mari aimant et d'un médecin attentionné. Elle devait trouver la force de s'opposer à ses mensonges et à ses manipulations. La porte du bureau s'ouvrit, et Sterling apparut sur le seuil avec un bouquet de roses rouges dans les mains. Il avait l'air reposé et heureux, anticipant clairement des retrouvailles avec sa femme après une semaine passée loin d'elle. Mais son expression changea instantanément lorsqu'il vit Hélène à son ordinateur avec la correspondance ouverte à l'écran. « Hélène, dit-il avec incertitude, que fais-tu ici? Pourquoi fouilles-tu dans mon ordinateur ?» Sa voix tremblait, et ses yeux passaient de l'écran au visage de sa femme, essayant d'évaluer l'ampleur de la catastrophe. Les roses tombèrent de ses mains et se dispersèrent sur le sol, mettant symboliquement fin à leur idole familiale. Hélène tourna silencieusement le moniteur vers lui pour qu'il puisse lire ses propres mots sur le fait de lui avoir fait un petit cadeau pendant l'opération. Sterling pâlit, réalisant que ses secrets les plus terribles étaient dévoilés. La peur traversa ses yeux, puis la colère, puis de nouveau la peur. Il savait que sa carrière, sa réputation et sa liberté ne tenaient qu'à un fil. « Ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-il, essayant de trouver une explication à l'inexplicable. « Je peux tout expliquer. C'était une nécessité médicale. Tu ne comprends pas toutes les circonstances. » Mais sa voix ne sonnait pas convaincante, même pour lui-même. Ses mots étaient confus, et ses mains tremblaient de tension nerveuse. Hélène se leva de son bureau et se dirigea vers lui, tenant le récipient contenant le DIU noirci. « Voici ton petit cadeau, dit-elle doucement, mais sa voix était immobile. Pendant 8 ans, tu m'as empoisonné de l'intérieur avec cette saleté, tu m'as privé de la possibilité d'avoir des enfants, tu m'as conduite à un état précancéreux, et pendant tout ce temps, tu as joué le rôle d'un mari aimant. » Sterling essaya d'arracher le récipient de ses mains, mais Elena recula. Son masque tomba finalement, et elle vit le vrai visage de l'homme avec qui elle avait vécu pendant la moitié de sa vie. C'était le visage d'un prédateur acculé, prêt à tout pour sauver sa propre peau, un homme pour qui elle n'avait jamais été rien de plus qu'un obstacle au bonheur avec une autre femme. Sterling se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau. Son visage changeait rapidement d'expression, passant de la surprise à la compréhension, de la peur au désespoir. Les roses gisaient sur le sol, leurs pétales rouges éparpillés sur le tapis, créant une image sinistre d'une idole ruinée. Il vit sa correspondance avec Oliva sur l'écran de l'ordinateur, comprit que ses secrets les plus terribles étaient dévoilés, mais essaya toujours de trouver un moyen de se sortir de cette situation. « Et là, que fais-tu ici ?» répéta-t-il, faisant un pas dans la pièce. « Pourquoi fouilles-tu dans mes fichiers personnels ? C'est une violation de la vie privée. Tu n'as pas le droit. » Sa voix tremblait de tension nerveuse, et ses mains se serrèrent en poing. Il essayait toujours de jouer le rôle du mari offensé dont la vie privée avait été violée. Hélène se tourna lentement vers lui, tenant le récipient contenant le DIU noirci dans ses mains. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient du feu froid d'une juste colère. « Est-ce ça, ta surprise ?» demanda-t-elle doucement, en soulevant le récipient. « Pendant 8 ans, tu m'as empoisonné de l'intérieur avec cette saleté, tu m'as privé de la possibilité d'avoir des enfants, tu m'as conduite à un état précancéreux. » Sterling se jeta sur elle, essayant d'arracher la preuve de ses mains. « Donne-moi ça !» cria-t-il, perdant les derniers lambeaux de sa maîtrise de soi. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Cela pourrait ruiner ma carrière, ma réputation. » Elena l'esquiva, pressant le récipient contre sa poitrine.
Pour la première fois en toutes leurs années de mariage, elle vit le vrai visage de son mari sans masque ni prétention. À ce moment-là, des pas résonnèrent dans le couloir, et la voix de la détective Bloom brisa le silence tendu. « Sterling Nicholas Tam, dit-elle d'un ton officiel, entrant dans le bureau, accompagné de 2 policiers, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de lésions corporelles graves et de tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. » Sterling se tourna vers les nouveaux venus. Son visage était déformé par l'horreur. « Ceci est un malentendu, commença-t-il, essayant de conserver sa dignité. Je suis un médecin respecté, un directeur de cabinet. J'ai une réputation irréprochable. Vous ne pouvez pas m'arrêter sur la base des accusations délirantes de ma femme mentalement instable. » Le détective Bloom sortit des menottes. Son visage restait professionnellement impassible. « Nous avons toutes les preuves nécessaires, y compris les résultats d'examens médicaux, les documents d'élimination des DIU et des témoignages. Votre femme nous a fourni une correspondance dans laquelle vous avez vous-même avoué le crime commis. » Juste à ce moment-là, Oliva fit irruption dans la maison. Son visage était ruisselant de larmes et elle serrait son téléphone portable. « Sterling » cria-t-elle. « Le gardien de la clinique m'a appelé et a dit que la police était arrivée. Que se passe-t-il » Voyant les menottes dans les mains du détective, elle se précipita vers son amant, essayant de le protéger. « Je vais tout vous dire, sanglota Oliva, se tournant vers le détective Bloom. C'était son idée, pas la mienne. Il m'a dit que sa femme était infertile depuis la naissance, qu'il ne vivait plus comme mari et femme depuis des lustres. Je ne savais pas qu'il la rendait malade lui-même. » Sa confession se déversa, détruisant les derniers espoirs de salut de Sterling. Sterling repoussa Oliva et se tourna vers Hélène. Une dernière tentative de justifier ses actions brillait dans ses yeux. « J'ai fait ça pour nous, dit-il désespérément. Tu as toi-même dit que tu n'étais pas prête pour les enfants, que tu voulais d'abord bâtir ta carrière. Je t'ai juste aidé à éviter une grossesse non désirée. » Hélène le regarda avec dégoût, incapable de croire que cet homme essayait encore de lui faire porter le blâme. « Je voulais attendre 1 an, pas devenir définitivement infertile, répondit-elle froidement. Tu m'as privé du droit de choisir, tu m'as condamné à la souffrance et à la maladie, et tout ça pour elle, pour tes enfants avec ta maîtresse. » Le détective Bloom passa les menottes à Sterling, ignorant ses protestations et ses tentatives de résistance. « Oliva rit, dit-elle en s'adressant à la femme en pleurs. Vous devez venir avec nous pour témoigner. Vous êtes un témoin clé dans cette affaire. » L'infirmière hocha la tête, comprenant que sa vie aussi avait fondamentalement changé. Sterling fut conduit vers la sortie, mais il n'arrêtait pas de se retourner vers Hélène, essayant de trouver une lueur de leur ancien amour dans ses yeux. « Hélène, implora-t-il, nous pouvons tout réparer. Je trouverai les meilleurs médecins. Nous te guérirons. Ne détruis pas notre famille à cause d'une seule erreur. » Ces mots sonnaient pathétiques et peu convaincants, même à ses propres oreilles. Hélène regarda silencieusement l'homme avec qui elle avait vécu pendant 15 ans se faire emmener. Elle ne ressentait aucune émotion autre que le vide et le soulagement. Cet homme était mort pour elle au moment où elle a lu sa correspondance avec sa maîtresse. Ce qu'on emmenait maintenant n'était qu'une coquille à l'intérieur de laquelle se cachaient un étranger et un ennemi. Oliva s'attarda dans l'embrasure de la porte. Son regard oscillait entre Hélène et Sterling qui partaient. « Je ne savais vraiment pas, murmura-t-elle. Il a dit que vous étiez malade depuis la naissance. Les médecins vous avaient interdit de tomber enceinte. J'ai pensé que je l'aidais à trouver le bonheur avec une femme qui pourrait lui donner des enfants. » Hélène la regarda avec pitié, réalisant qu'Oliva aussi était une victime de la manipulation de Sterling. « Quel âge avez-vous » demanda-t-elle calmement. « 26, répondit l'infirmière. Hélène secoua la tête, réalisant que Sterling avait séduit une très jeune femme alors qu'elle avait à peine 20 ans. « Il vous a utilisé, vous aussi, dit Hélène. Il a promis de divorcer de moi, de vous épouser, mais en réalité, il voulait juste une jeune maîtresse et des enfants à côté. Sans toute cette situation, il ne m'aurait jamais quitté parce que je lui apportais stabilité et respectabilité. » Oliva pleura encore plus fort, réalisant la vérité des paroles d'Hélène. « Que adviendra-t-il de mes enfants maintenant » sanglota-t-elle. « Comment vais-je leur expliquer que leur papa est un criminel ? Comment vais-je les élever sans son aide ?» Hélène ressentit de la sympathie pour elle malgré tout ce qui s'était passé. Le détective Bloom revint chercher Oliva, attendant patiemment qu'elle finisse de parler avec Hélène. « Nous devons vraiment y aller, dit le détective gentiment. Plus vite nous traiterons toutes les déclarations,
plus vite vous pourrez retourner auprès de vos enfants. Oliva hocha la tête et se dirigea vers la sortie, mais se retourna à la porte. Pardonnez-moi, dit-elle à Hélène. Je sais que mes excuses ne changeront rien, mais je ne voulais vraiment pas vous faire de mal. Hélène hocha la tête silencieusement, incapable de trouver les mots pour répondre. Le pardon viendrait plus tard, lorsque la douleur de la trahison s'atténuerait, lorsqu'elle pourrait penser à cette histoire sans frémir. La maison se vida et Hélène se retrouva seule au milieu des roses éparpillées et des fragments de sa vie d'avant. Elle ramassa quelques pétales, se souvenant à quel point elle était ravie de telle surprise de son mari. Maintenant, ces fleurs lui semblaient une moquerie, la dernière tentative de Sterling de préserver l'illusion d'une relation normale. Elle entra dans la chambre et commença à rassembler ses affaires, réalisant qu'elle ne voulait plus rien voir dans la maison qui lui rappelait lui. Chaque photographie, chaque livre, chaque vêtement était imprégné de mensonges et de tromperies. Elle devait recommencer sa vie, nettoyant son espace des fantômes du passé. Le téléphone sonna. Le nom du docteur Oakley apparut à l'écran. Hélène Tam, dit-il chaleureusement. J'ai entendu ce qui s'est passé. Comment vous sentez-vous? Avez-vous besoin d'une assistance médicale? Son inquiétude était sincère, sans arrière-pensée. Merci, répondit-elle, sentant une chaleur se répandre en elle en réponse à la compassion humaine. Physiquement, je vais bien. Émotionnellement, je suppose que ça viendra avec le temps. Le docteur Oakley lui proposa un soutien psychologique et des examens réguliers pour surveiller sa santé après le retrait du DIU. Raccrochant, Hélène sortit sur le balcon et regarda la ville qui s'étendait en contrebas. Quelque part dans un centre de détention se trouvait l'homme qui l'avait lentement tué pendant 8 ans. Demain, le procès commencerait par des interrogatoires, des analyses d'experts et une discussion publique des détails les plus intimes de sa vie. Mais elle était prête à passer à travers pour obtenir justice et pour mettre en garde d'autres femmes contre un sort similaire. Je vous recommande d'écouter ces 2 histoires que vous voyez à l'écran. Je suis sûr que vous les aimerez. Et dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une collection des meilleures histoires du net. Merci d'avoir regardé. Le palais de justice du comté était rempli de journalistes, de collègues de Sterling issus du milieu médical et de simples curieux attirés par l'affaire très médiatisée d'un médecin qui avait mutilé sa propre femme. Hélène était assise au premier rang, essayant de ne pas prêter attention aux chuchotements et aux regards curieux. Au cours des mois qui ont suivi l'enquête, elle avait appris à ignorer l'attention du public, se concentrant sur l'objectif principal, obtenir justice. Sterling sur le banc des accusés avait l'air fatigué et vieilli. Son apparence autrefois soignée avait été remplacée par une pâleur maladive et des tics nerveux. Son avocat lui chuchota quelque chose à l'oreille, mais Sterling fixa le vide comme s'il ne pouvait toujours pas croire ce qui se passait. Sa réputation était ruinée. Sa carrière était terminée. Et à l'horizon se profilait la perspective de nombreuses années derrière les barreaux. La juge Ava Jenkins, une femme d'âge moyen au visage sévère, ouvrit la session et donna la parole au procureur de l'État. Le procureur exposa méthodiquement les circonstances de l'affaire. Chaque fait sonnait comme un coup de marteau sur la réputation de l'accusé, l'insertion secrète d'un DIU cancérigène, des années de tromperie, la famille parallèle, la correspondance cynique avec sa maîtresse. Le premier témoin appelé fut Olivary, qui entra dans la salle pâle et tremblante. Sa grossesse était clairement visible. Son ventre arrondi ajouta du drame à son témoignage. Elle s'assit sur le siège des témoins, n'osant pas regarder Sterling, qui la fixait avec des yeux suppliants. « Veuillez raconter au tribunal votre relation avec l'accusé, demanda le procureur. Oliva parla doucement, mais ses paroles furent clairement entendues dans le silence qui suivit. Il m'a dit que sa femme était infertile depuis la naissance, que les médecins lui avaient interdit de tomber enceinte en raison d'anomalies génétiques. Je l'ai cru. J'ai pensé que j'aidais un homme bon à trouver le bonheur. Elle raconta comment Sterling lui avait promis un divorce de sa femme et un mariage officiel, comment il avait planifié leur avenir ensemble avec leurs enfants. Il a dit qu'il avait délibérément rendu sa femme malade pour qu'elle ne puisse pas revendiquer les biens lors du divorce, avoua Oliva, et un murmure d'indignation traversa la salle. Il a dit que ce serait mieux pour tout le monde, qu'elle ne souffrirait pas d'un divorce. L'avocat de Sterling tenta de discréditer le témoignage d'Oliva, laissant entendre son intérêt direct dans l'issue de l'affaire. Mais la jeune femme répondit fermement à toutes les questions, fournissant des dates précises et citant des messages tirés de la correspondance. Sa sincérité était évidente même pour les jurés les plus sceptiques. Le témoin suivant fut le docteur Oakley, qui parla de ses soupçons dès le premier examen d'Hélène.
Le médecin expérimenté n'avait pas pu s'empêcher de remarquer que les symptômes de la patiente ne correspondaient pas au diagnostic que son mari lui avait donné. Le processus inflammatoire était trop localisé et la douleur trop spécifique pour des changements ordinaires liés à l'âge. Le chirurgien Dr Harmon montra le DIU extrait au tribunal, expliquant pourquoi les dispositifs comme le Serif avaient été interdits d'utilisation. Les propriétés cancérigènes de l'alliage avaient été prouvées par de nombreuses études. C'est pourquoi tous ces produits étaient soumis à une élimination obligatoire. Insérer un tel DIU équivalait à empoisonner lentement le patient. Un expert médico-légal lut les résultats de l'analyse de l'ordinateur de Sterling, confirmant l'authenticité de la correspondance avec Oliva. La trace numérique ne laissa aucun doute sur le fait que les messages n'étaient pas fabriqués. Les aveux de Sterling sur la façon dont il avait résolu le problème avec sa femme pendant l'appendicectomie étaient particulièrement convaincants. L'expert médical annonça la conclusion sur la santé de la victime. Les actions de l'accusé ont conduit à l'infertilité irréversible d'Hélène Tam et au développement d'un état précancéreux, qui, sans intervention opportune, aurait progressé vers un cancer de stade 2. 8 ans de présence d'un dispositif cancérigène dans son corps ont causé des dommages irréparables à son système reproducteur. Quand Hélène elle-même eut la parole, elle se leva et s'approcha lentement de la tribune. La salle d'audience devint silencieuse. Tout le monde attendait son témoignage. Elle resta silencieuse pendant longtemps, rassemblant ses pensées, puis commença à parler d'une voix calme et uniforme. J'ai confié à cet homme ma santé, ma vie, mon amour. Pendant 15 ans, je l'ai considéré comme la personne la plus proche sur Terre. Sa voix ne tremblait pas, mais chaque mot était rempli de douleur et de déception. Il a utilisé mon amour et ma confiance. Il a utilisé ses connaissances professionnelles comme une arme contre moi. Pendant 8 ans, j'ai souffert de douleur, sans en connaître la cause. Et il me réconfortait, sachant que lui-même était la source de ma souffrance. Hélène raconta au tribunal comment elle avait planifié sa maternité, comment elle rêvait d'enfants, comment elle s'était blâmée pour son infertilité. Maintenant, je sais que je ne serai jamais mère, dit-elle, et pour la première fois, sa voix se brisa. Il m'a privé de ce droit. Il a pris la décision à ma place, à disposer de mon corps comme s'il était sa propre propriété. Elle parla des années de tromperie, de la double vie de son mari et des enfants qu'il élevait avec une autre femme, tandis que sa femme subissait les conséquences de son crime. Le plus terrible n'est pas la douleur physique, mais la réalisation que la personne en qui vous avez le plus confiance est capable d'une telle cruauté. Quand Hélène termina son discours, il y eut un silence absolu dans la salle d'audience. De nombreuses femmes dans le public pleuraient, s'imaginant à sa place. Même certains des jurés ne purent retenir leurs émotions, écoutant l'histoire d'années de souffrance et de trahison. L'avocat de Sterling tenta de présenter les actions de son client comme une erreur médicale, le résultat du stress et de l'épuisement professionnel. Mais son argument sonna peu convaincant face à des preuves claires d'intention délibérée. La correspondance avec sa maîtresse ne laissa aucun doute sur le fait que la stérilisation de sa femme avait été méticuleusement planifiée. Sterling lui-même refusa de témoigner, se limitant à une reconnaissance formelle des circonstances factuelles de l'affaire. Il était assis la tête baissée, n'osant pas regarder son ex-femme dans les yeux. Son silence était plus révélateur que n'importe quelle excuse. Le juge se retira pour délibérer, ce qui dura plusieurs heures. Lorsque la session reprit, la juge Jenkins lut le verdict d'un ton strict et officiel. Sterling Nicholas Tam est reconnu coupable de lésions corporelles graves, commises avec une cruauté particulière, et est condamné à 7 ans d'incarcération dans une prison à sécurité maximale. De plus, le tribunal a révoqué de façon permanente la licence médicale de M. Tam et lui a ordonné de verser à Hélène Tam une indemnisation de 500 000 $ pour préjudice moral. Il doit également rembourser tous les frais pour le traitement et la réadaptation de la victime. Sterling fut emmené menottes au poignet. Il ne leva jamais les yeux vers Hélène. Son avocat annonça son intention de faire appel, mais tout le monde comprit qu'avec de telles preuves, les chances de clémence étaient pratiquement nulles. La communauté médicale avait déjà désavoué son ancien collègue. Son nom était devenu synonyme de trahison professionnelle. 1 an plus tard, Hélène se tenait devant un miroir dans une robe de mariée couleur ivoire qui mettait en valeur sa silhouette mince mais plus forte. Des examens réguliers montraient que les changements précancéreux avaient été arrêtés. Son corps se rétablissait progressivement après le retrait de la source d'empoisonnement. À côté d'elle se tenait le docteur Marcus Oakley, qui au cours de l'année écoulée était devenu non seulement un médecin, mais un ami proche. Vos analyses sont tout à fait normales, dit-il, ajustant son voile.
Le risque de cancer a reculé et les processus inflammatoires ont cessé. Votre corps montre une capacité étonnante de récupération. Hélène sourit, sentant la chaleur de l'espoir et d'un nouvel amour se répandre en elle. Une petite fille d'environ 5 ans apparut dans l'embrasure de la porte vêtue d'une robe blanche tenant un panier de pétales de rose. « Maman, tu es si jolie » dit Alia, qu'Hélène avait adoptée 6 mois plus tôt. La fillette avait perdu ses parents dans un accident de voiture et avait vécu dans un foyer pour enfants pendant longtemps jusqu'à ce que le destin l'amène à une femme qui connaissait aussi la perte et la douleur. Hélène s'accroupit et serra sa fille dans ses bras, sentant son cœur se remplir d'amour pour cette petite personne. La maternité lui était venue non pas comme elle l'avait rêvé, mais elle n'en était pas moins réelle et profonde. Alia l'avait appelée maman dès le premier jour comme si elles avaient toujours été une famille. Marcus, comme elle appelait maintenant son futur mari, lui tendit le bras. « Il est temps » dit-il doucement. « Les invités attendent et le pasteur n'aime pas les retards. » Hélène prit son bras, ressentant confiance et paix. Devant elle se trouvait une nouvelle vie construite sur l'honnêteté, la confiance et l'amour véritable. En quittant la maison, elle se tourna et regarda les fenêtres de l'appartement où des années de tromperie et de souffrance s'étaient écoulées. Maintenant, ce n'était qu'un bâtiment dépouillé de son pouvoir sur ses émotions. Le passé était derrière elle et l'avenir promettait d'être brillant et plein de sens. Et voilà, mes amis, mon histoire. Un voyage qui a commencé dans le choc le plus profond et le plus sombre et qui s'est terminé ici même dans ce magnifique nouveau départ. Quand je repense à ces années, à la douleur, au gaslighting et à la monstrueuse tromperie, il est difficile de ne pas ressentir cette profonde douleur. Mais vous savez quoi? Cette douleur a été le feu qui m'a forcé à écouter enfin cette voix tranquille à l'intérieur, celle qui me disait, quelque chose ne va pas, Hélène. Sors de là. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon voyage, c'est ceci, le plus grand acte d'amour est la protection farouche de votre propre vérité. Ne réduisez jamais au silence ce sentiment instinctif, cette petite étincelle de doute, cette intuition. C'est votre boussole intérieure, plus fiable que n'importe quel serment ou alliance. Sterling a essayé d'éteindre ma lumière, ma capacité de choisir, ma santé et ma chance d'être mère. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que la ruine peut être le sol où quelque chose de réel, quelque chose de vraiment bon finit par pousser. J'ai perdu un mari, une maison et la vie que je pensais avoir, mais je me suis retrouvé. J'ai trouvé la justice. J'ai trouvé Marcus. Et j'ai trouvé Alia. Ma famille n'a pas été détruite. Elle attendait simplement d'être construite correctement sur une base d'honnêteté et de soins authentiques. Et pour cela, je suis éternellement reconnaissante pour cette deuxième chance pour laquelle je me suis battue. La vie peut être brutale, mais elle est aussi brillamment, glorieusement gentille lorsque vous vous défendez. Accrochez-vous à l'espoir, car même après la plus profonde des trahisons, le soleil se lève absolument à nouveau. Si vous ressentez la même chose que moi et que vous avez apprécié mon histoire, montrez-le en donnant un j'aime à cette vidéo. Voyons nos chiffres. Je suis curieux, de quelle ville m'écoutez-vous et à quelle heure? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir dans mon parcours, vous pouvez m'envoyer un petit don. Merci d'avoir écouté et d'avoir partagé votre temps précieux avec moi. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, consultez les autres vidéos de ma chaîne et abonnez-vous. Il y a 2 nouvelles histoires de vie à l'écran qui, je suis sûr, vous intéresseront. Cliquez sur l'une d'entre elles pour commencer à écouter tout de suite. Avec amour.